Yellowstone n'est pas seulement un paysage de geysers et de sources chaudes. C'est aussi un endroit où la nature révèle son côté sauvage et imprévisible. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les histoires sombres qui se sont déroulées dans ce parc légendaire, où la beauté cache souvent un danger mortel. Qu'il s'agisse d'un tragique accident de camping chez les scouts, au cours duquel un jeune aventurier s'est noyé dans une rivière déchaînée, d'un saut fatidique depuis un belvédère qui était devenu le dernier combat d'un homme, ou de la disparition d'un randonneur chevronné dans une forêt mystérieuse, chacune de ces histoires nous rappelle que Yellowstone a le pouvoir d'inspirer, mais aussi de punir la moindre imprudence. Préparez-vous à entendre des récits réels sur les erreurs mortelles et les mystères qui entourent encore ces lieux. En juin 2005, Luke Sandberg, 16 ans, s'est rendu à un camp d'été des scouts organisé dans le parc national de Yellowstone. Pour de nombreux jeunes, ce camp a été l'occasion de vivre des aventures, de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir la nature. Mais pour Luke, sa participation au camp s'est transformée en une histoire tragique qui soulève encore des questions et de la douleur pour sa famille, ses amis et les campeurs. Le camp scout attire toujours par son atmosphère d'aventure et d'exploration de la nature. Les jeunes aquascouts passent leur journée en plein air, apprenant la survie, la course d'orientation, le montage de tentes et le scoutisme. Les organisateurs du camp sélectionnent avec soin les itinéraires et les lieux des activités afin que chaque participant puisse faire l'expérience de la beauté et de la puissance de la nature sauvage. En juin 2005, le programme du camp était très chargé, avec l'assemblée du matin, les cours de navigation, les randonnées et les feux de camp du soir. Tous les participants, y compris Luke, étaient enthousiastes et impatients de découvrir un environnement loin de l'agitation de la ville. Yellowstone, l'un des plus anciens parcs nationaux des États-Unis, est célèbre pour ses geysers, ses sources d'eau chaude et sa rivière impétueuse, qui lui confèrent un charme particulier tout en exigeant le respect de la nature. La rivière Yellowstone, qui traverse le territoire du parc, se caractérise par un débit changeant, des eaux froides et des rapides, ce qui la rend à la fois belle et dangereuse. Elle a été le théâtre d'un accident tragique dont tous les campeurs se souviendront toujours. En ce jour funeste, la troupe de scouts, accompagnée de ses moniteurs, décide de faire une excursion sur les berges de la rivière. Cette excursion était prévue dans le cadre de leur formation à l'orientation et à l'observation de la nature. Luke, l'un des participants les plus actifs, suivait le groupe avec intérêt, scrutant tout ce qui l'entourait. Ce jour-là, le temps était changeant. La matinée a été accueillie par une légère fraîcheur et à la mi-journée, la température avait légèrement augmenté, donnant l'illusion que la journée serait propice à la marche. Au cours de la visite, le groupe s'est arrêté au bord de la rivière, où les instructeurs ont expliqué l'importance des précautions de sécurité et que la rivière, malgré sa beauté, peut être trompeuse. Cependant, même les avertissements les plus prudents ne peuvent pas toujours empêcher un accident de se produire. Les veaux témoins nous disent que Luke était intéressé par l'exploration de la rive. Il s'approchait pour voir comment l'eau jouait sur les rochers et essayait peut-être quelque chose de nouveau pour apprendre à connaître la nature. L'instructeur avait prévenu les participants de ne pas s'approcher trop près de l'eau, en particulier près des rapides, mais à ce moment-là, tout le monde pensait que rien d'effrayant ne se produirait. Selon des témoins oculaires, Luke et son groupe de scouts se sont approchés de la rive, où le courant était particulièrement fort. Quelqu'un dans le groupe a remarqué que Luke, absorbé par l'observation des petits détails de la nature, a fait un pas trop près de l'eau. Soudain, le sol se dérobe sous ses pieds. Peut-être s'agit-il d'une pierre mouillée ou de la glace laissée par le froid de la nuit. Luke perd l'équilibre
et tombe dans la rivière. Les instructeurs et les scouts réagissent immédiatement à ce qui s'est passé. Des appels à l'aide retentissent le long de la rive. Cependant, le courant de la rivière est trop fort pour saisir immédiatement l'homme tombé à l'eau. Piégé dans l'eau froide et agitée, Luke n'a pas pu regagner la rive par ses propres moyens. Selon les campeurs, l'eau était particulièrement froide à ce moment-là et le courant était rapide. Le moment où Luke a été emporté par le courant est à jamais gravé dans l'esprit des personnes présentes. Ses cris se sont perdus dans le bruit de l'eau et la panique s'est emparée du groupe. Certains scouts tentent de lancer des cordes, tandis que d'autres courent immédiatement vers l'endroit le plus proche, où ils peuvent essayer d'aider. Mais la rivière Yellowstone, connue pour son imprévisibilité, a emporté Luke si rapidement que même les sauveteurs les plus expérimentés n'ont pas pu arriver à temps. Lorsque Luke est tombé à l'eau, tout le groupe s'est figé d'horreur. Les instructeurs ont rapidement évalué la situation et ont appelé les services d'urgence pour signaler l'incident. Les informations relayées par la radio font état d'un fort courant et de la perte possible de l'adolescent dans la rivière. Une équipe de secours composée de sauveteurs professionnels et de bénévoles, ainsi que de membres du personnel du parc, est rapidement arrivée sur les lieux. Les recherches ont commencé immédiatement. Les sauveteurs ont examiné les berges, utilisant des bateaux et des cordes pour essayer de trouver les empreintes de Luke. L'eau de la rivière était trouble et la visibilité limitée, ce qui rendait la tâche beaucoup plus difficile. Pendant plusieurs heures, les sauveteurs ont ratissé la zone, installant des balises et recherchant les moindres signes d'une personne dans l'eau. Malgré tous les efforts déployés, le corps de Luke n'a jamais été retrouvé. Les sauveteurs ont fait remarquer que le courant aurait pu l'entraîner loin en aval et que les recherches auraient pu durer des jours. Les deux responsables du parc ont annoncé que dans de telles conditions, les chances de retrouver la victime étaient extrêmement faibles. Ainsi, après plusieurs heures de recherches intenses, l'espoir d'un sauvetage commence à s'estomper. La nouvelle de la tragédie frappe non seulement les campeurs, mais aussi les familles des scouts et toute la communauté associée au camp. Les parents de Luke étaient dévastés. Leur garçon, si jeune et plein de vie, avait disparu dans la rivière froide. Dès le début, les recherches ont été accompagnées d'une vague d'émotions allant de l'incrédulité au désespoir. Les campeurs interrogés ont déclaré que Luke était l'un des participants préférés, toujours prêt à aider et à partager un sourire. Son activité et sa bonne humeur ont toujours inspiré ceux qui l'entouraient. Ses amis et ses mentors se souviennent de lui en racontant qu'il rêvait de devenir sauveteur ou naturaliste pour étudier la nature. Aujourd'hui, sa vie a été interrompue de manière si soudaine et tragique. Les parents de Luke ont longtemps cherché à comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire. Ils se souviennent que les instructeurs de leur cours leur ont répété à maintes reprises l'importance des mesures de sécurité. Mais ce jour-là, les circonstances étaient peut-être telles que même les meilleures précautions n'auraient pas pu sauver leur fils. La famille a exprimé sa gratitude aux sauveteurs pour leurs efforts, mais en même temps, son cœur était plein de chagrin et de perte. La tragédie de Luxembourg est rapidement devenue un sujet de discussion publique. Les médias ont commencé à publier des articles sur l'incident, discutant des problèmes de sécurité dans le camp scout et des précautions à prendre pour le camping en pleine nature. Les experts en sécurité dans des conditions extrêmes ont souligné que la nature est imprévisible et que même les organisateurs les plus expérimentés ne peuvent garantir à 100% la sécurité des participants. Nombreux sont ceux qui ont estimé que l'incident de Luke rappelait que les règles de sécurité doivent être respectées sans exception. Certaines organisations de parents ont plaidé en faveur d'une révision des programmes des camps, exigeant des équipements de sauvetage supplémentaires et un plus grand nombre d'instructeurs sur l'eau. D'autres
ont fait remarquer que la nature elle-même est toujours pleine de risques et que toute personne qui s'aventure hors de la civilisation doit être préparée à l'éventualité que les circonstances ne lui soient pas favorables. Une enquête sur l'incident a révélé que la surface du rivage sur le site était glissante et que les rochers mouillés et les résidus de glace rendaient la zone particulièrement dangereuse. Les instructeurs du camp ont déclaré qu'ils n'avaient remarqué aucun écart par rapport aux conditions normales avant l'incident, mais la nature peut parfois révéler la moindre anomalie qui peut être fatale. Des séquences documentaires et des entretiens avec des campeurs ont montré à quel point il est difficile d'anticiper les dangers et à quel point il est important d'être prudent dans toutes les situations. En juin 2009, le parc national de Yellowstone a de nouveau été le théâtre d'un événement tragique qui soulève encore des questions et laisse une trace profonde dans le cœur de ceux qui s'en souviennent. Nicholas Jeffrey Mostert, un homme de 29 ans, a été vu pour la dernière fois le 16 juin 2009. Ce jour-là, alors que le soleil de printemps se reflétait dans les eaux tumultueuses de la rivière Yellowstone, il a sauté d'un des ponts d'observation du parc pour plonger dans le courant impétueux de la rivière, d'après les récits des témoins oculaires. D'après les témoignages, le temps était variable ce jour-là et le niveau de la rivière avait considérablement augmenté après la fonte des neiges des montagnes entourant le lac Yellowstone. La rivière était pleine de vie et de la fureur des éléments, l'eau s'écoulant à une vitesse d'environ 1700 mètres cubes par seconde. Le courant était donc extrêmement fort et le risque d'être emporté par le flot était réel. Des observateurs postés au bord des Lower Falls, qui s'élèvent à environ 308 pieds, 94 mètres, de haut, ont déclaré que Nicholas se tenait au bord de la plateforme, semblant hésiter ou peut-être décider de faire un pas fatidique. Il a soudainement sauté de la plateforme et, en quelques larmes secondes, sa silhouette a disparu dans un linceul blanc d'embrun et d'eau vive. Selon les responsables du parc, les images de vidéosurveillance montrent que Mostert a bien été vu en train de sauter dans la rivière, ce qui confirme la théorie selon laquelle son acte était délibéré. Les responsables du parc national de Yellowstone ont rapidement déclaré que Nicholas Mostert était la même personne que celle qui avait sauté du haut du panorama et que son acte était apparemment de nature suicidaire. Bien que les motifs exacts n'aient jamais été révélés, les experts ont émis l'hypothèse que la décision de Mostert était d'y motiver par des problèmes personnels ou psychologiques qu'il n'aurait pas été en mesure de gérer. Les témoins oculaires ont noté que l'homme ne présentait aucun signe de chute accidentelle ou d'imprudence. Au contraire, ses actions semblaient délibérées, comme s'il avait pris une décision à l'avance, et qu'il savait, au moment où il a fait le saut, que les éléments avaient déjà déterminé sa trajectoire future. Ce comportement soulève de nombreuses questions sur ce qui a conduit Nicholas à un acte aussi décisif. Immédiatement après l'incident, le personnel du parc et les équipes de secours ont lancé une opération de recherche rapide. Des sauveteurs équipés de matériel spécial ont descendu les pentes abruptes du canyon, où le bruit de l'eau a étouffé tout appel à l'aide. La recherche de Mostert s'est appuyée sur des toboggans à cordes, des bateaux et d'autres moyens pour sonder la vaste zone entourant les chutes inférieures. Malgré toute la préparation et l'urgence, les efforts des sauveteurs se sont heurtés aux forces de la nature. Le courant violent et l'eau boueuse ont rendu difficile la recherche de Mostert. Dans un coude de la rivière, à environ un quart de mile de la base des chutes, les sauveteurs ont trouvé des effets personnels de Mostert, des vêtements qui avaient été emportés par le courant,
et c'était l'élan qui était retrouvé dans un tourbillon d'eau calme appelé tourbillon. Cette découverte est devenue la seule preuve physique que cet homme avait fait le saut. Cependant, malgré des jours de recherche, le corps de Nicholas n'a jamais été retrouvé. Le courant puissant l'avait peut-être emporté loin dans le canyon, où les conditions de découverte étaient devenues impossibles. Immédiatement après l'incident, le parc national de Yellowstone a publié un communiqué officiel confirmant que Mostert avait été vu en train de sauter du belvédère et présentant ses condoléances à sa famille et à ses amis. Pour le personnel du parc, cet événement a rappelé l'importance de la sécurité sur les belvédères et la nécessité de toujours garder un œil sur les visiteurs, en particulier dans les endroits où la puissance de la nature peut jouer un rôle crucial. La nouvelle de l'acte tragique de Nicholas Mostert s'est rapidement répandue dans les médias locaux et les communautés en ligne. Les discussions en ligne et les commentaires des visiteurs du parc étaient partagés, certains essayant de comprendre les motivations de l'homme et d'autres se demandant si la tragédie aurait pu être évitée. Beaucoup ont suggéré que de tels incidents servent d'avertissement. Même dans les plus beaux endroits de la nature, il y a des dangers que l'on oublie parfois. Bien que les responsables du parc aient émis l'hypothèse que le saut de Mostert était un acte délibéré de suicide, les motifs exacts de cet acte n'ont jamais été établis. La famille de Nicholas, qui n'a été mentionnée que de façon limitée dans les rapports ultérieurs, n'a jamais donné de commentaires détaillés. Cependant, les psychologues qui analysent de tels cas notent que les jeunes ont souvent des conflits internes, des dépressions ou des sentiments de désespoir qui peuvent les pousser à agir de manière aussi radicale. Certains experts ont suggéré que Nicholas pouvait être confronté à des problèmes de personnel liés à un deuil, au stress ou à des difficultés relationnelles. D'autres ont souligné que le fait d'être dans la nature et l'absence d'agitation urbaine exacerbe parfois les sentiments intérieurs. Et pour certaines personnes, cela devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase, après quoi elles ne peuvent plus trouver d'issue à une situation de vie difficile. Quoi qu'il en soit, la décision de sauter du pont d'observation s'est avérée fatale. Au lendemain de l'incident, les services de secours de Yellowstone ont agi avec la plus grande urgence. Au cours des premières heures qui ont suivi le saut, les sauveteurs sont descendus dans le canyon, utilisant des cordes et des filins pour surveiller les zones inaccessibles. À l'aide de technologies de pointe telles que des caméras thermiques et des échosondeurs, les experts ont tenté de détecter tout signe de présence humaine dans la rivière en furie. Cependant, la rivière Yellowstone, avec son débit et sa puissance imprévisible, s'est révélée être une force imparable. La découverte d'un morceau de vêtement de Mostert dans l'un des tourbillons a donné l'espoir que les recherches aboutissent. Mais malgré des jours et même des semaines d'efforts, le corps de l'homme n'a jamais été retrouvé. Les responsables du parc ont déclaré que les conditions dans le canyon, eau froide, fort courant et grande profondeur, rendent les recherches beaucoup plus difficiles. Selon eux, si le corps n'est pas retrouvé dans les premiers jours suivant l'incident, les chances de le retrouver diminuent considérablement. Bien que le corps de Nicholas Mostert n'ait jamais été retrouvé, son histoire reste gravée dans la mémoire du personnel du parc de Yellowstone, des sauveteurs et des visiteurs de ce coin de nature unique. Cet incident tragique est une leçon importante pour tous ceux qui ont affaire aux forces de la nature. Il nous rappelle que même dans les endroits les plus beaux et les plus inspirants, la nature reste imprévisible et peut être mortelle. En avril 1991, Daniel Campbell, 42 ans, randonneur expérimenté, décide d'entreprendre une randonnée de 4 jours à travers les étendues de sauvages du Montana. Son itinéraire
le mène du sentier Hellroaring à la petite ville de Jardine. Il est accompagné de son fidèle chien, Brooke. Ce voyage devait être une nouvelle aventure, mais Daniel disparut bientôt et les recherches restèrent en vaines. Quelques jours avant son départ, Daniel s'est préparé minutieusement pour le voyage. Il a vérifié son matériel, tracé son itinéraire et étudié les prévisions météorologiques. Daniel était un homme qui aimait la nature et les voyages. Au fil des années de randonnée, il avait appris à faire face aux difficultés, à naviguer dans les forêts et les montagnes. Son expérience lui a donné confiance, mais aussi à ses proches, qui lui ont dit au revoir avant son départ. Brooke, son fidèle chien, marchait toujours à ses côtés. Ils formaient une véritable équipe. Brooke aidait Daniel en l'avertissant des dangers possibles et le soutenait toujours dans les situations difficiles. Ensemble, ils avaient gardé traversé plus d'une fois des endroits sauvages et inaccessibles, et leur lien était très fort. Les premières heures de la randonnée s'écoulent tranquillement. La matinée d'avril était claire et le soleil commençait à peine à éclairer l'étendue du Montana. La route traverse de vastes prairies et de petites forêts. Daniel marchait d'un bon pas, étudiant attentivement le terrain et prenant de temps à autre des notes dans son journal. Il marquait chaque virage, chaque rivière ou ruisseau afin de pouvoir naviguer plus facilement. Brooke courait à ses côtés, s'attardant parfois pour renifler quelque chose sur le sol. Ce premier jour n'a posé aucun problème. Le temps était clément et le chemin semblait facile. Tout se passe comme prévu et Daniel et Brooke profitent de la beauté de la nature. Le deuxième jour, le temps a commencé à changer. Le matin, il faisait chaud et lumineux, mais à midi, des nuages couvraient le ciel. Un orage se prépare à l'horizon et le vent commence à se lever. Daniel sent que la journée risque d'être éprouvante. Il accéléra le pas, essayant de trouver un endroit où s'abriter du mauvais temps. Dans la forêt, où une épaisse végétation cachait la majeure partie du ciel, Daniel trouva une petite clairière où il put s'arrêter pour se reposer. Il écrivit dans son journal « Le temps a commencé à changer aujourd'hui. Nous devons être prudents. » Brooke, sentant la tempête approcher, regarde autour d'elle avec méfiance. Leur chemin devenait plus difficile car le vent soulevait de la poussière et même les points de repère familiers commençaient à paraître inhabituels. Malgré le temps changeant, Daniel continua d'avancer. Il savait que même un randonneur expérimenté rencontre parfois des difficultés inattendues. Les entrées de son journal de ce jour-là traduisent ses pensées en termes simples. Le vent se lève et les nuages s'épaississent. J'espère que la situation va bientôt s'améliorer. Malgré son anxiété, Daniel n'a jamais perdu confiance en lui. Le troisième jour a été le plus difficile. Au matin, un orage a recouvert toute la région et la pluie ne cesse de tomber. La route devient une pente glissante et la forêt semble encore plus mystérieuse. Daniel se rend compte qu'il doit trouver un endroit sûr pour camper pour la nuit. Il choisit un endroit au pied d'un gros rocher où il pense pouvoir s'abriter de la pluie et du vent. La nuit fut longue et froide. Le bruit de la pluie et du tonnerre emplit la forêt. Daniel essayait de se réchauffer près du petit feu qu'il avait fait avant le début de l'orage. À côté de lui, Brooke gémissait doucement, comme s'il essayait de lui dire que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, Daniel écrit dans son journal « La nuit a été rude, la pluie continue de tomber, et les bois sont pleins de bruits étranges. » Il ne comprenait pas d'où venaient ces bruits, mais l'expérience lui avait appris que la nature pouvait être imprévisible. À l'aube du troisième jour, la pluie s'est un peu calmée et Daniel a décidé de poursuivre son chemin. Cependant, la forêt autour de lui semblait avoir changé. Certains chemins se perdaient, sous de nouveaux fourrés, et des repères familiers avaient disparu. Daniel commence à se demander s'il a choisi le bon chemin. Dans son journal, il écrit des mots simples mais inquiétants. Les repères disparaissent
Il me semble que je vais au mauvais endroit. » Ces mots deviendront plus tard l'un des mystères de l'affaire de la disparition. Le 4e jour devait être le dernier de la randonnée. Daniel sent qu'il se rapproche de Jardine et continue malgré la fatigue. Cependant, la journée apporte de nouveaux défis. La forêt est devenue encore plus épaisse et la visibilité s'est considérablement détériorée à la tombée de la nuit. Daniel, déjà fatigué par l'effort incessant, décide de faire une courte halte. Il choisit une petite clairière où il décide de revoir son itinéraire. Ce jour-là, il écrit brièvement dans son journal. « J'ai l'impression d'être perdu. Quelque chose ne va pas, mais je ne veux pas m'arrêter. » Ces mots semblent simples et calmes, mais ils traduisent toute l'anxiété d'un homme seul dans la nature. Brooke, d'habitude joyeux, devient moins actif, comme s'il sentait le danger rapprocher. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, Daniel décida qu'il était temps de s'arrêter pour la nuit. Il établit un petit campement dans une clairière. Tout semblait calme cette nuit-là, mais la forêt continuait à être bruyante. Des bruits lointains de vent, des bruissements de feuilles et des bruits étranges semblaient se provenir des profondeurs de la forêt. Daniel tente de se calmer, pensant qu'il ne s'agit que de bruits de la faune. Il écrit dans son journal « La nuit est tombée et je sens que quelque chose ne va pas. Peut-être ai-je choisi le mauvais chemin. » Ces mots deviendront plus tard les dernières notes trouvées en possession de Daniel. Le lendemain matin, alors que la lumière commençait à peine à filtrer à travers les arbres, Daniel avait disparu. Son camp était vide. Les traces qui s'enfonçaient dans la forêt disparaissaient peu à peu sous l'effet de la pluie et de la végétation. Brooke était resté seul, immobile, comme s'il attendait le retour de son maître. Mais Daniel ne s'est jamais montré. Après la disparition de Daniel, les recherches ont commencé. Des habitants, des sauveteurs et des bénévoles ont fouillé la forêt pour tenter de retrouver la trace du randonneur expérimenté. Cependant, aucun indice clair n'a été trouvé. Des gens l'ont cherché dans toute la région, sur les sentiers, le long des rivières et dans les forêts denses. Mais ni Daniel, ni son équipement, ni même son journal n'ont jamais été retrouvés dans leur intégralité. Les recherches se sont poursuivies pendant de nombreux mois, mais l'affaire n'a pas été résolue. Les habitants de la région racontent que, parfois, lors des soirées fraîches, on peut entendre un chien aboyer dans les profondeurs de la forêt. Ces histoires se sont transmises de bouche à oreille, et la légende de la disparition de Daniel s'est peu à peu développée. Pour beaucoup, il était devenu le symbole que même les personnes les plus expérimentées peuvent être confrontées au mystère de la nature sauvage. Certains experts pensent que Daniel a pu se perdre dans la forêt dense. Même un randonneur expérimenté peut se tromper lorsque la nature change soudainement d'orientation. D'autres pensent qu'un danger imprévu a pu se présenter à lui, peut-être un glissement de terrain ou un phénomène naturel imprévisible. Enfin, certains pensent qu'il y a peut-être mêlé quelque chose de surnaturel dans cette disparition, qui défie toute explication conventionnelle. Les notes personnelles de Daniel, retrouvées bien des années plus tard, montrent clairement qu'il a lui-même ressenti le changement dans la forêt. Ces dernières lignes sont simples et troublantes. Il a écrit qu'il sentait la forêt changer, que ses repères disparaissaient et qu'il avait peut-être choisi le mauvais chemin. Ces mots étaient le dernier espoir pour ceux qui essayaient de retracer ses derniers pas. Les proches de Daniel se souviennent encore de lui comme d'un homme intelligent, courageux et gentil. Ses amis disent qu'il était toujours prêt à aider et qu'il savait faire face aux difficultés. Beaucoup se souviennent qu'il parlait de ses randonnées, qu'il décrivait la nature avec amour et qu'il enseignait toujours que le respect de celle-ci était la chose la plus importante. Sa disparition a été un choc pour tous ceux qui le connaissaient,
et soulève encore des questions. Comment un randonneur aussi expérimenté a-t-il pu disparaître? Les habitants de la région racontent eux aussi leur histoire. Ils disent que la forêt dans ces endroits a toujours été spéciale. Selon eux, la nature y vit sa propre vie, et tous ceux qui viennent ici sont confrontés à sa puissance. Parfois, des bruits étranges se font entendre la nuit, et les chiens se mettent à aboyer sans raison apparente. Ces histoires créent une atmosphère de mystère autour de la disparition de Daniel. Il existe encore plusieurs versions pour expliquer la disparition de Daniel Campbell. L'une d'entre elles affirme que le randonneur expérimenté s'est simplement perdu. Même si une personne a passé de nombreuses années à randonner, les bois peuvent être déroutants, surtout si le temps change brusquement et que les points de repère disparaissent. Peut-être qu'à ce moment-là, Daniel s'est trompé de chemin et a suivi un sentier où il n'y avait pas d'endroit familier. Une autre version suggère qu'une catastrophe naturelle a pu se produire sur son chemin. Les montagnes et les forêts du Montana sont sujettes aux glissements de terrain, aux éboulements et aux changements météorologiques soudains. Peut-être qu'à un moment donné, l'inattendu s'est produit et que Daniel s'est retrouvé pris au piège, sans pouvoir en sortir. Il existe une troisième version, plus mystérieuse. Certains pensent que la disparition de Daniel est liée à quelque chose de surnaturel. Les gens disent qu'à l'endroit où il a disparu, on peut sentir la présence d'une force qui emporte les voyageurs. Selon cette version, c'est la forêt elle-même qui aurait décidé d'emporter l'homme qui avait pénétré trop profondément dans ses secrets. Quelle que soit la version retenue, la disparition de Daniel Campbell reste l'une des histoires les plus mystérieuses du monde de la randonnée et de l'aventure. Ces notes personnelles, simples et troublantes, suscitent encore des interrogations chez les experts, les amoureux de la nature et tous ceux qui s'intéressent aux mystères de la vie sauvage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir encore plus sur les coins mystérieux et dangereux de notre planète, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveautés. Écrivez vos pensées et partagez vos histoires sur la faune et la flore dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt.